Auditeurs, auditrices, bienvenue dans From the Box, ton podcast où le hasard fait bien les choses, ton podcast où on parle de relations avec une dose de spontanéité. Aujourd'hui, je suis avec Olivier et avec Shaima. Comment ça va? Bah écoute, ça va très bien. Ça va bien aussi. Eh ben super. Merci les amis d'être là et de faire partie du podcast. Je suis super content de faire ça avec vous. Pour rappel, dans le concept de From the Box, on a une box autour de nous. L'objectif, c'est qu'on puisse tirer un sujet autour de cette box qui puisse rythmer notre discussion du jour. Donc ça peut concerner plein de sujets sur les relations. Et ce que je peux vous proposer, c'est est-ce que l'un d'entre vous souhaite tirer un sujet ou pas? Ou je le fais de mon côté? Je peux commencer. Tu peux commencer, Shaima? Eh ben super, je te laisse l'opportunité. Enfant intérieur, ma version du passé, ma version du futur. Excellent. Et alors, pourquoi est-ce que j'ai mis en place ce sujet? L'enfant intérieur, le moi du passé et le moi du futur ça fait beaucoup référence à comment est-ce que notre version du passé et notre version du futur impactent les relations, du coup. Comment on a questionné notre enfant intérieur, comment notre enfant intérieur apparaît aussi dans les relations. Je le distingue avec le moi du passé parce que à un moment donné, l'enfant intérieur n'est plus là, on devient adolescent et adulte aussi, et avec des problématiques personnelles à gérer, des succès aussi qui nous arrivent, et tout ça fait notre bagage émotionnel. Et donc c'est un petit peu tout ça qui peut potentiellement nous construire, avoir un impact dans nos relations. Et l'objectif, c'était de pouvoir explorer ça, du coup, et de voir à quel point est-ce que ça a un impact dans nos relations. Avec le moi du futur, on est sur la façon dont on se projette aussi pour la suite, avec l'autre, tout seul, et comment l'idée c'est de voir comment ça a un impact là-dessus, quoi. Donc voilà. Une fois que j'ai dit ça, je voulais savoir de votre côté, qu'est-ce que ça vous évoque? Olivier, est-ce que tu souhaites commencer Est-ce que je commence ou est-ce qu'on fait honneur aux dames? Allez, honneur aux dames. Je te propose, Shaima, qu'on parle peut-être de l'enfant intérieur pour commencer. On va le faire en 3 parties, donc enfant intérieur, moi du passé, puis moi du futur. Allez, let's go, je t'en prie. Je te remercie Victor, merci Olivier. L'enfant intérieur, ce que ça m'évoque aujourd'hui, cette partie-là, on la développe généralement dans l'enfance vécue. Si je dois prendre l'exemple de mon enfance vécue, je dirais qu'aujourd'hui, ça a un énorme impact effectivement sur la personne que je représente aujourd'hui et la personne que je souhaite devenir. Ce que j'ai développé pendant cette enfance vécue autour de l'environnement dans lequel j'ai grandi, les personnes avec qui j'ai été accompagnée. Et donc, ça a des bons comme des mauvais côtés, mais c'est ce qui nous construit dans le long terme et dans notre vie. Ouais, donc ça t'a... Est-ce que la dernière fois que tu as pensé à ton enfant intérieur, est-ce que tu t'es déjà dit, mon enfant intérieur a un impact sur ma relation Complètement, oui. Ça m'est arrivé bon nombre de fois. Ça m'arrive même encore aujourd'hui, où ça fait un peu plus de 2 ans que je suis célibataire maintenant. Et pour autant, effectivement, ça revient assez souvent dans ma réflexion, dans ma quête personnelle, où justement... je suis dans une phase de rétrospection où je fais la part entre ce que j'ai vécu et ce que je souhaite vivre, et où est-ce que j'en suis moi aujourd'hui dans ces 2 situations-là. Et la Shaima de quand elle était petite, par rapport à la Shaima d'aujourd'hui, s'il y avait peut-être un truc qui te fait penser à la Shaima du passé, dans les relations, bien sûr. Qu'est-ce que... ma part de naïveté. Alors moi, il faut savoir que j'ai grandi en étant extrêmement naïve. J'étais de nature très crédule, avec beaucoup de bienveillance, évidemment, comme aujourd'hui. Simplement, cette naïveté-là avait pris le dessus sur ma personne, et ça se faisait ressentir dans les relations que je pouvais entretenir, que ce soit avec des amis, avec mes frères et sœurs, mes parents, tout au long de mon évolution. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est quelque chose que
j'ai plus ou moins effacé par une prise de conscience. Une énorme prise de conscience au fur et à mesure des expériences que j'ai vécues. Et là, quand je parle d'expérience, je parle de relations de couple. Et donc, avec tous les mauvais côtés que j'ai pu vivre dans ces relations-là, ça m'a fait prendre conscience de pas mal de choses qui me permettent aujourd'hui de déceler le vrai du faux. En tout cas, donc il y a une certaine interaction avec ton enfant intérieur qui a pu agir, te communiquer avec toi d'une certaine manière dans tes relations sur cet aspect de la naïveté, mais tu me parlais aussi d'enthousiasme. Donc, il y a plein de choses aussi, plein d'émotions quelque part qui passent par rapport complètement. Au passé, quoi. Ça marche. Super. Et Monsieur Olivier, qu'est-ce que ça t'évoque du coup ce sujet-là de l'enfant intérieur? Si tu veux, moi, l'enfant intérieur, j'aurais tendance à dire que c'est ton toi fondamental. C'est-à-dire que autant dans tes expériences de vie, t'as évolué, t'as eu des connaissances, t'as rencontré du monde, t'as travaillé quelque part, t'as vécu quelque part. La finalité, c'est que ton toi fondamental, ce que t'étais quand t'étais petit, a plus ou moins impacté, pondéré ton expérience, sans que tu t'en rendes compte des fois. Est-ce que t'as peut-être un exemple comme ça de ton toi fondamental? Moi, si tu veux, quand j'étais gamin, j'étais un enfant très indépendant. C'est-à-dire que mes parents, ma famille m'ont toujours dit t'étais un enfant difficile à cerner. Parce que j'étais dans mon monde, je faisais pas nécessairement de bêtises, assez calme. Je pense que tu me connais, vous me connaissez, ça n'a pas trop changé aujourd'hui, quoi. J'étais toujours dans l'idée que je pouvais faire les choses moi-même, tu vois. Et ça, c'est un truc que j'ai gardé aujourd'hui. Sauf que vouloir tout faire soi-même, ça peut être problématique. C'est pratique quand tu essayes d'apprendre quelque chose, c'est pratique quand tu as besoin d'être indépendant et de pouvoir faire les choses comme tu le souhaites. Mais d'un autre côté, on parle de relations, c'est-à-dire que l'indépendance, ça marche pas des masses, quoi, quand tu cherches à avoir une relation amoureuse. Et ça, c'est un truc qui a beaucoup joué dans la qualité de mes relations. Après, ça a comme chaque caractère peut être une qualité ou un défaut aussi dans une situation. Peut-être que il y a des personnes qui feraient justement cette indépendance, d'autres qui l'aimeraient peut-être un peu moins. Et puis, je le présente pas comme une qualité ou un défaut. C'est juste ma manière de fonctionner. Et comme disait Shaima, c'est des choses qu'il faut savoir reconnaître pour justement savoir, en fonction du contexte, est-ce que tu dois l'utiliser à bon escient ou est-ce que finalement là c'est en train de t'emmener dans un puits sans fond où tu vas pas pouvoir t'en sortir, quoi. Et justement l'enfant intérieur, je pense que t'as fait de la psycho, souvent on a tendance à s'en référer. On a tendance à s'en référer parce que c'est un peu notre code de fonctionnement. Comme tu disais, c'est notre moi fondamental quelque part. Et ça, première essence du moi qui se manifeste de manière inconsciente quelque part au début et en fait qui revient quand même parce qu'il est toujours là en fait, l'enfant intérieur. L'expression chasser, c'est quoi? C'est chasse naturelle revient au galop. Naturel, il reviendra au galop. Qu'on le veuille ou non, c'est une vérité. Et il faut en avoir conscience. C'est pas une question de l'ignorer ou pas, quoi. Oui, c'est que c'est en nous quelque part et en fait, je réfléchissais aussi à ce sujet-là de l'enfant intérieur. L'une des raisons aussi pour lesquelles c'est un sujet qui est là aujourd'hui, c'est que il y a, j'écoutais des podcasts qui disaient aussi que parfois notre enfant intérieur a un impact sur les rencontres qu'on fait. En fonction de l'enfant intérieur qu'on est, on a tendance à faire plus ou moins les mêmes rencontres, notamment aux blessures qui ont impacté l'enfant intérieur. Voilà, je voulais savoir, j'aime pas trop parler que de blessures, mais de fondation plutôt, dans le sens où il y a aussi des choses positives. Et voilà, qu'est-ce que vous en pensez de ça? Est-ce que l'enfant intérieur est vraiment majoritaire dans dans les rencontres ou il y a aussi quand même aussi d'autres choses qui font que. Et est-ce que vous vous êtes déjà dit que vous avez tendance à rencontrer tout le temps les mêmes personnes ou pas? Donc voilà. Pour ma part, je dirais que l'enfant intérieur, l'enfant tout court, fonctionne avec des repères. Et donc, quand tu grandis, tu te réfères à des choses qui te
te mettre dans un sorte de confort. Ok. Ouais. Et donc, ça peut passer par des émotions, ça peut passer par un caractère, une personnalité, par un physique, ça peut être un tas de facteurs. Okay. Et donc, quand tu grandis de cette façon-là, d'une certaine manière en tout cas, quand tu grandis d'une certaine façon, c'est ce que tu as envie de retrouver à chaque fois que tu fais une nouvelle rencontre. Ok. Et donc, c'est, je pense, ce qui fait que tu vas retrouver plus ou moins les mêmes personnes, tu vas retrouver plus ou moins les mêmes traits de caractère, tout simplement parce que tu es dans ce schéma de repère où tu as envie de rester dans ta zone de confort. Si tu as envie de faire de nouvelles rencontres et sortir de ta zone de confort, eh bien, à ce moment-là, il faut que tu puisses réfléchir à ce que tu as envie de trouver. Que tu puisses... Tu fasses une réflexion sur toi-même. Qu'est-ce que tu as envie d'effacer? Qu'est-ce que tu as envie de créer? Et donc, c'est là où, effectivement, ça va créer de nouvelles rencontres qui sortent de l'ordinaire, qui te sortent de ta zone de confort, mais qui te comblent d'une certaine manière, parce que c'est ce que tu recherches. Donc, je dirais que... Alors, est-ce que tu peux me rappeler la première question? L'idée, c'est de savoir, en gros, à quel point est-ce que votre enfant intérieur a peut-être une incidence sur la récurrence du type de personnes que vous rencontrez. Et ben c'est ça. L'impact, il est sur ce point-là. Je dirais que c'est vraiment un schéma qu'on adopte par rapport à. C'est des schémas, ouais. C'est ça, en fait. C'est par rapport à un repère qu'on a adopté en étant enfant, par tous ces facteurs-là que j'ai expliqués, et qui va faire qu'on va rencontrer les mêmes personnes, plus ou moins. Ok, ça marche. Ouais, donc moi, vous partagez aussi un peu mon ressenti aussi un peu mon enfant intérieur, quelque part. C'est moi, mon enfant intérieur me fait beaucoup référence à l'une des premières choses auxquelles je pense, c'est comment je me sentais quand j'étais en train de m'amuser et la relation et un peu la relation que j'avais avec ma mère, parce que des fois on a tendance à avoir des relations calquées un peu sur nos schémas parentaux, et je pense que moi mes schémas parentaux m'ont un peu façonné aussi dans ma façon de vouloir rencontrer des personnes, et donc j'ai tendance à chercher des personnes qui ont un caractère assez bienveillant en général, et moi c'est comme ça que ça sort en fait un peu souvent dans les relations, parce que quand j'étais petit, bah forcément il y avait cette bienveillance, je parlais beaucoup avec elle, et en fait c'est un peu comme ça que ça ressort, en tout cas aujourd'hui. Et donc c'est vrai que la plupart des personnes que je rencontre, j'ai l'impression qu'elles sont assez bienveillantes dans leur caractère. Maintenant ça peut aussi dévier un peu, parce que bah comme on se disait aussi, voilà, il y a l'enfant intérieur, mais il y a aussi moi du passé. Enfin, voilà, il y a plein de choses qui impactent. Mais c'est vrai que pour la plupart, dans ce côté fondamental, comme tu disais, bah, moi j'ai l'impression que c'est ça qui revient beaucoup chez moi, quoi. Donc voilà. Voilà, est-ce que vous, des fois, est-ce que toi, peut-être Olivier, ça t'évoque quelque chose là-dessus C'est sûr que dans les schématypes des relations que je vais avoir, moi je pense que j'ai une enfance relativement stable. En fait, aujourd'hui, je m'en rends compte, je me suis jamais réellement posé la question de est-ce qu'on a des problèmes dans la famille, est-ce qu'on a des choses qui font que, tu vois, est-ce que je dois me poser la question de comment on va être demain, tu vois. J'étais dans une famille, voilà, on n'était pas riche ou quoi que ce soit, mais c'est juste que la stabilité que m'a apporté mes parents, d'une certaine manière, en fait, je me rends compte que c'est la manière dont je me projette dans mes relations. Et je pense que c'est ce qu'apprécient les gens chez moi, d'une certaine manière. C'est que je vais forcément échanger avec les gens avec le même timbre de voix, avec la même type d'émotion, je pense que d'une certaine manière, les gens savent à quoi s'attendre quand ils interagissent avec moi. Et les personnes qui ont tendance à être stables aussi, du coup. Et voilà. Du coup, les relations que je vais avoir, c'est en tout cas celles qui se maintiennent, c'est aussi ces personnes qui apportent une certaine stabilité, où je sais que si je vais les voir, même s'il y a un problème, je sais comment l'aborder, je sais comment échanger sur les sujets, je sais comment amener de l'humour sur certains sujets, parce que on se connaît, tu vois, c'est des choses comme ça. Parti pour ça, je pense que vous le savez, mon humour c'est les running jokes. Ça peut être des trucs qui datent d'il y a des années. Forcément, ça va revenir à un moment donné, parce que c'est une certaine stabilité dans la manière dont je m'exprime, dans la manière dont je marche un petit peu
Ouais. Donc ça se manifeste, encore aujourd'hui, quoi. Aujourd'hui, dans ta personnalité et aussi dans la façon dont les gens répondent à toi, aussi, d'une manière, ouais. Je pense que d'une Donc certaine dans les manière, relations, forcément. notre enfant intérieur, il est à nous, mais il est aussi à la personne qui est en face. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire que c'est intéressant ça. on se nourrit de ce que donne la personne, enfin de ce que nous donne la personne. Ouais, Donc, si je donne de la stabilité, ça va aussi potentiellement encourager la personne à être stable, ou l'inverse d'ailleurs, parce que il peut y avoir des personnes qui détestent ça. Là, on parle des relations romantiques, amicales, mais dans les relations professionnelles, par exemple, cette stabilité que j'apporte, elle est plus gênante pour la personne qui est en face. Ouais. En fonction de son poste. Tu vois. Et donc ça, c'est les choses. Shaima a parlé de la naïveté. Il va y avoir des gens qui sont bienveillants et qui vont pas chercher à l'exploiter. Ouais. Il peut y avoir des gens qui sont malveillants et qui vont chercher à l'exploiter dans l'autre sens. Ouais, complètement. C'est toujours savoir reconnaître son enfant intérieur. Peut-être qu'on le fait pas tous parce qu'on se rend pas compte à quel point il est impactant dans notre mentalité, dans notre manière de marcher. Ouais, Mais une fois que tu le connais, c'est là où tu peux commencer à te poser les vraies questions. Comment je suis censé changer s'il y a des choses qui me vont pas, continuer s'il y a des choses qui m'amènent des résultats positifs. Et justement, comment tu te projettes, quoi. Ah ouais, c'est cette. Est-ce qu'il s'agit de communiquer quelque part avec lui, justement pour pouvoir résoudre peut-être. Enfin, je sais pas si c'est le bon mot, mais plutôt mettre en lumière peut-être un peu ces problématiques et ces caractéristiques de l'enfant intérieur. Je pense que pour avancer dans ses relations. C'est accepter de communiquer avec. Ok. Ouais. Parce que l'expérience de communiquer avec ces expériences passées, déjà les faire ressortir en imaginant qu'elles sont neutres ou positives, mais des fois elles peuvent être négatives. Ouais, complètement. Et juste se replonger là-dedans, c'est une expérience, c'est quelque chose qui peut être très lourd. Ouais, qui est assez. Du coup, se replonger dans tout ça, c'est aussi ce qui te permet d'avoir une base quand tu échanges avec les gens, de dire peut-être que là je vais retomber dans un schéma type qui va m'emmener sur ce type de relation, ou peut-être que je vais essayer de tacler un peu différemment pour voir ce que ça donne. Ouais. Tu vois, de m'exposer différemment dans cette relation. Il faut accepter de le faire. Ouais, je pense que c'est cette acceptation qui est pas évidente finalement. Ouais. Ce premier pas peut-être vers lui, discuter un peu. Ouais. Moi, je pense que vous avez complété le sujet et vous avez expliqué ce qu'il en était de l'enfant intérieur. On avait aussi la version du passé. Exactement. Et du coup, je voulais savoir, comment vous vous imaginez par rapport à cette version du passé, sachant que, en fait, l'idée c'était, vous me direz ce que vous en pensez, mais pour moi, on va dire que l'enfant intérieur, il va jusqu'à la préadolescence et le moi du passé. Donc, avec l'adolescence, le début peut-être des vrais questionnements sur l'amour, sur les relations. Une fois qu'on a passé ces étapes de juste profiter de son enfance et peut-être de développer nos émotions par rapport aux relations amoureuses. Donc voilà, c'est jusqu'à hier ou jusqu'à tout à l'heure en fait finalement. Donc, c'est un petit peu sur cette temporalité là que je voulais qu'on se situe. Voilà. Quand est-ce que vous avez peut-être communiqué ou pensé au dernier vous du passé du coup? Pour ma part, ça arrive constamment, régulièrement que j'y pense. Ouais. Alors, dans un premier temps, je voudrais rebondir sur le fait que tu dises qu'un enfant intérieur, ça arrive peut-être jusqu'à la préadolescence. Moi, je pense que l'enfant intérieur, il perdure jusqu'à la fin de nos vies. Quand je discute avec des personnes âgées, je parle d'une maman qui a plus de 50 ans, qui a 4 enfants. Et bien, quand je discute avec elle, je ressens énormément son enfant intérieur. Et pour autant, c'est une personne qui a un énorme vécu derrière elle. Bien sûr. Sans parler de ce qu'elle a pu vivre dans sa vie, mais c'est pour dire que je pense que ça nous suit tout au long de notre vie et que c'est ce qui constitue la personne qu'on est. Ouais, bien sûr. Alors, excuse-moi, j'ai peut-être mal précisé mon terme sur l'enfant intérieur. C'était pour dire qu'en gros, bien sûr, je suis archi d'accord avec toi en plus sur le fait que l'enfant intérieur, il est toujours là, je pense, jusqu'à la fin de nos vies.
C'était pour dire voilà, peut-être que la construction de l'enfant intérieur, voilà, il va jusqu'à un certain moment, à un moment donné, bah, c'est plutôt la construction du passé, enfin, du moi du passé qui. Ouais. Je pense que c'est, il y a une innocence dans l'enfant intérieur qu'on a très jeune. Oui. Au moment où on n'est pas exposé au monde, entre guillemets. C'est-à-dire que il s'exprime sans contrainte. Ouais. Tu vois, on va faire du sport, on fait des roulettes par terre, on court dans l'herbe. Ouais, c'est ça. Si tant est qu'on ne met pas de limite à proprement parler, que ce soit par les parents ou le contexte social de notre enfance, mais il y a une innocence qui se perd à un moment donné dans tous les cas. Ouais. Moi, on va dire, tu passes à l'âge adulte, je pense que c'est en plus de plus en plus cette innocence, elle arrive cette perte d'innocence, elle arrive de plus en plus tôt. Ok. Ouais. Tu vois, si je parle avec des gamins de 14, 15 ans, je me dis, mais moi, j'avais pas du tout cette perception de la vie, entre guillemets, à leur âge. Et je pense que c'est cette perte d'innocence sur laquelle il faut mettre c'est vrai que cette perte d'innocence, elle est pas nécessairement dépendante d'un âge fixe finalement, mais je dirais que le monde émotionnel et la façon dont il fonctionne et dont il réagit peut-être changer sur certaines étapes clés de la vie et du coup c'est pour ça que je voulais faire aussi la différence entre voilà l'enfant intérieur et peut-être le moi du passé qui change un peu entre les deux. Après en effet en termes d'âge peut-être que ça interviendra peut-être à 7 ans pour certaines, peut-être à 14 ans, 15 ans, peut-être plus tard pour d'autres. Je pense qu'il c'est une prise de responsabilité. Ouais. Le moment où les responsabilités commencent à tomber, finalement cette innocence-là, elle a plus vraiment raison d'être, quoi. Tu regardes les choses, ok. Maintenant il faut faire le taf, entre guillemets. Et ça peut être des gamins qui à 14 ans commencent à faire des stages et s'exposer à certaines expériences. Des enfants qui par certaines expériences se retrouvent à devoir prendre les choses en main. Et des adultes qui et des adultes beaucoup plus âgés qui n'ont pas pris de décision pendant des années et qui à un moment donné aussi arrivent il y a pas d'âge. Ça viendra, pas d'âge. Ça marche. Et du coup voilà, si on devait quand est-ce, du coup, jamais tu me disais comme quoi tu avais réfléchi un peu à ton moi du passé il y a pas si longtemps que ça. Voilà, est-ce que par rapport aux relations, du coup, ça fait référence à quoi pour toi ce moment-là, justement si. Alors, mon moi du passé, en rapport avec l'enfant intérieur que j'ai, donc effectivement, j'y pense constamment. Enfin, ça arrive en tout cas régulièrement, surtout ces derniers temps où, comme vous le savez, je suis sortie d'une relation de 5 ans. 5 ans, c'est pas rien, c'est pas négligeable. Ça a été ma plus grosse expérience dans ma vie. Ça m'a appris énormément de choses puisque là, pour le coup, j'ai vraiment vécu avec la personne. Je me suis confrontée à certaines situations que je n'avais jamais vécues auparavant et qui m'ont beaucoup aidée dans mon développement personnel. Et aujourd'hui, pourquoi je pense à mon moi du passé? Tout simplement parce que c'est ce qui me permet de prendre des décisions aujourd'hui. Puisque mon moi du passé a pris des décisions sur lesquelles je dois revenir aujourd'hui. Et du coup, ce moi du passé, potentiellement, est-ce que c'est cette Shaima, justement, qui était dans cette relation, par exemple, de 5 ans Alors, ça peut être elle, mais même celle d'avant. Enfin, par exemple, j'étale ça sur 10-15 ans derrière moi. Ça remonte jusqu'à la période fin collège, début lycée, où là, comme tu disais, Olivier, à un moment donné, tu es amené à prendre certaines responsabilités, et donc ce qui te mène à prendre certaines décisions, évidemment. Et donc, à partir de ce moment-là, tu perds cette part d'innocence et ça te confronte à la réalité. Et donc, donc j'ai pas vécu une enfance aussi stable qu'Olivier. J'ai eu pas mal de difficultés à surmonter, qui plus est seule. Donc ça m'a énormément forgé de ce point de vue-là. Évidemment, la souffrance était présente et permanente. Ça, je peux pas le négliger. Mais aujourd'hui, c'est ce qui réellement me permet de prendre des vraies décisions et surtout les bonnes décisions pour moi. C'est pas
quelque chose de négatif ou de péjoratif pour moi aujourd'hui. Et je me dis parfois, heureusement que j'ai vécu ces choses-là, puisque je n'aurais pas été la personne que je suis aujourd'hui si je n'avais pas vécu ces choses-là, tout simplement. Et au regard de finalement ce bagage que ça t'a apporté, le fait que ça t'ait consolidé quelque part, est-ce que il y a un truc que tu dirais genre à ton enfant intérieur, à ton enfant pardon, moi du passé de l'époque, pour que puisse être peut-être rassuré, ce genre de choses. Ce que moi je dirais à mon moi du passé, heureusement qu'il a été ce qu'il a été. C'est vraiment cette conclusion que j'ai. J'ai pas vraiment de réponse particulière à cette question. Après, heureusement que c'est déjà une super réponse. En fait, c'est ça, c'est vraiment se dire que peu importe ce que tu as vécu, c'est de s'en servir, en fait. C'est de s'en servir. C'est surtout le plus important, puisque tu as des personnes qui, malheureusement, vivent ce qu'ils vivent, que ce soit positif ou négatif, mais qui vivent au jour le jour et donc qui laissent ça de côté. En fait, qui passent vite à l'étape suivante, à demain. Alors que moi, je suis plutôt dans une démarche d'évolution progressive. Bien sûr. Où j'essaye de chercher toujours le meilleur de moi, de moi-même en fait. Et donc j'essaye d'être moins pire qu'hier et je connais plus l'expression, mais c'est ok. Mais voilà. Ça marche. Et toi, Olivier, est-ce qu'il y a un truc que tu aimerais dire à ton moi du passé? Mon moi du passé, c'était un très mauvais perdant. C'était un rageux. C'était un très mauvais perdant. Je me reconnais en ce moi du passé aussi. Je me reconnais aussi en ce moi du passé. J'étais un mauvais perdant comme pas possible. Je boudais et tout. C'est terrible. Ce qui est marrant, c'est qu'on présente ça comme quelque chose de mauvais. En fait, c'est plus une question de comment tu le canalises. Et si je devais dire un truc à mon moi du passé, c'est juste t'as perdu, t'es pas content, c'est pas grave. Juste à la prochaine fois, tu vas pas perdre, ou en tout cas, tu feras le max pour pas revivre cette même expérience-là. Je pense que c'est une mentalité qui est assez positive. Bon, après, il faut pas non plus perdre juste pour perdre pour évoluer derrière, tu vois. Mais je pense que c'est une mentalité de savoir gérer ses émotions pour accepter qu'il y a des choses que tu peux pas contrôler. J'ai fait du basket quand j'étais jeune, j'ai perdu des matchs. Le basket, ça se joue à 5 contre 5. Donc, je peux avoir fait le meilleur match que j'ai fait de ma vie. La finalité, c'est que si mes coéquipiers ils sont pas dans le même mood, j'ai quand même perdu. Est-ce que je suis frustré? Surtout dans les sports collectifs en plus où ça dépend tellement de... Ça dépend de beaucoup de choses. Beaucoup de gens. Et est-ce que c'est la faute des autres? Peut-être, mais c'est pas pour autant que tu dois pas comprendre ce qui s'est passé et essayer de t'améliorer pas derrière. Et dans la relation aussi, il y a deux personnes aussi. C'est... Moi, si tu veux, comme je disais, j'étais quelqu'un de très indépendant, donc je parlais peu avec les gens autour de moi. Et je dirais, mon innocence, elle s'est perdue aux alentours de ma vingtaine, avant de rentrer en école d'ingénieur, où je me suis dit, en fait, j'arrive pas à communiquer avec les gens autour de moi. Et donc, j'ai essayé de me dire, j'aime pas ça, j'aime pas ce côté de moi qui sait pas communiquer, qui sait pas échanger avec les gens, qui sait pas connecter avec les gens. Et donc, j'ai travaillé là-dessus pendant, je travaille encore aujourd'hui, tu vois, j'ai 38 ans. Ça, c'était il y a presque 20 ans, quoi. Il y a des signes qui me montrent que les efforts ont porté, entre guillemets. Et c'est toujours quelque chose qui, justement, en gardant cette connexion avec l'enfant intérieur, tu te dis, ok, j'ai fait ces efforts-là, mais comment je peux encore pousser le truc un peu plus loin pour que ce soit encore plus bénéfique pour moi et que, à la qualité de mes relations, j'ai été marié, divorcé. Une des choses qui n'a pas marché dans ma relation, c'est la communication. Parce que, oui, j'étais très indépendant dans cette relation. Elle avait besoin de savoir ce que je pensais, entre guillemets. Et j'étais pas capable de l'exprimer pleinement. Parce que j'avais pas les mots, parce que j'avais pas appris à reconnaître les émotions, ce genre de choses. Une fois que tu sors les mots, une fois que tu t'es connecté à tout ça, c'est beaucoup plus simple de connecter avec les gens. C'est vrai qu'on dit beaucoup que les émotions sont connectées avec notre lexique quelque part, et plus tu as les mots pour dire ce que tu veux, plus tu vas le dire. C'est ça. Et bon, qu'on le veuille ou non, chez les mecs, on n'est pas très très bon pour savoir mettre des mots sur nos émotions. C'est clair. Non, mais faut le dire, faut le dire ici. Finalement, on est plus limité que les femmes. C'est prouvé ça prend.
Oui, complètement. Et en effet, je pense que l'intelligence émotionnelle dans son scope le plus large possible est accessible à n'importe qui, peu importe qui on est finalement. Ouais. Et il faut vouloir l'accepter. Ouais. Il faut le regarder. Évoluer derrière et essayer de l'intégrer. Par rapport à l'enfant intérieur, ça fait écho avec ce que je disais tout à l'heure, complètement. Ouais. C'est ça. Ouais, carrément. Bah écoutez, moi si je devais partager un truc à mon enfant intérieur, mon moi du passé, pardon, je lui dirais, tu as de quoi avoir vraiment confiance en toi. Je pense que j'ai pendant longtemps cultivé un peu cette incertitude et ce doute envers moi-même sur plein de choses, alors que il y avait pas nécessairement, je pense aujourd'hui, de raison en tant que telle. Alors après, c'est ce qui je pense aujourd'hui moi me sert à toujours me remettre en cause de manière générale sur les choses, à me dire voilà comment je peux faire mieux. Ça peut me pousser d'une certaine manière, mais il y a des fois où voilà, moi je pense que il y a de quoi avoir confiance en soi et juste y aller et prendre le temps de vivre les choses, ces expériences. Donc voilà. Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur qui a fait que tu as manqué de confiance dans une certaine période de ta vie? Je pense que c'est c'est un peu lié je pense que c'est un peu lié à mon éducation. Alors je veux absolument pas jeter quoi que ce soit à la pierre à mes parents ou quoi, mais c'est que je pense que le discours que on peut avoir avec ses parents, que nos parents peuvent avoir sur nous par rapport ne serait-ce qu'à l'école, à ce genre de choses, bah derrière ça peut aussi avoir un écho sur comment on appréhende les situations et ce qu'on fait et tout. Et moi ça me rappelle ces fois où quand j'étais à l'école et que je ramenais des notes potentiellement passables, on parle de 10, 12 sur 20, je sais pas, voilà, bah c'était pas assez. Et donc bah forcément il y a cette culture de c'est pas assez. Sauf que il y a pas. Alors ça dépend aussi du discours qu'il peut y avoir autour de ça. On peut se dire c'est pas assez. On peut aussi se dire sur la même situation, bah je peux faire mieux, ou j'ai fait mieux. Et en fait, je pense que la confiance aussi en soi, elle dépend des succès qu'on souhaite se raconter aussi à nous-mêmes. Et donc du fait de se dire c'est pas assez, ben forcément ça fait se dire qu'on est en échec. Et forcément ça fait anticiper des situations aussi d'échec potentiel. Et je pense que pour moi dans les relations aussi, des fois c'était pas mal ça, parce que il y a des choses que j'osais pas dire ou que j'osais pas faire, alors que si juste j'avais osé, moi ça me rappelle quand j'étais au lycée. J'ai discuté avec une fille à l'époque. Alors c'était au lycée, c'était un pote qui m'avait présenté une fille avec qui j'ai dû discuter pendant un mois, quelque chose comme ça. Et pendant ce laps de temps, j'ai jamais osé aller la voir en live, alors que je la croisais tous les jours au lycée et que je lui disais bonjour. Alors que juste si je m'arrêtais et que je lui demandais juste comment se passe sa journée, peut-être que ça aurait changé les choses. Je sais pas, ça m'aurait permis Et c'est ces situations-là justement auxquelles je pense en me disant bah là j'aurais pu y aller si je croyais un peu plus en moi, en fait, tout simplement. Alors après, je pense que ça me sert quand même, hein, d'une certaine manière. Mais voilà, sur ces situations-là, voilà comment. Depuis tout à l'heure, je souris énormément à ta réponse, tout simplement parce que avant même de te la poser, quand tu as parlé de manque de confiance en toi, j'ai tout de suite imaginé ça, puisque je me rejoins parfaitement dans ta situation. J'ai vécu à peu près la même éducation, et je m'attendais réellement à cette réponse-là, parce que bon, évidemment, on peut avoir d'autres éléments déclencheurs, mais c'est littéralement celui-ci qui m'a aussi fait perdre confiance en moi. Et c'est pas on parle pas de la faute des parents ou de la faute de qui que ce soit dans cette situation. C'est vraiment de se dire que ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, de toute façon, avec les moyens qu'ils avaient. Et c'était leur façon de, voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Ils pensaient bien faire. Et donc, avec cette façon-là, malheureusement, aujourd'hui, nous, ça nous a provoqué ce manque de confiance qu'on a heureusement réussi à développer au fur et à mesure du temps. Je pense qu'aujourd'hui, t'es quelqu'un qui a quand même assez confiance en toi. Il peut y avoir effectivement des situations qui se présentent où
t'en perds un peu plus, bien sûr. Ce qui est tout à fait normal. Oui. Mais en somme, c'est vraiment cette période-là qui a fait que j'ai dû apprendre en fait par moi-même à affronter ce manque de confiance. Ouais. Et je pense aussi avec c'est ce côté où avec le temps et aussi avec comment fonctionnent nos parents, on voit nos parents aujourd'hui en tant qu'adulte. Enfin moi j'ai 33 ans aujourd'hui. Je vois pas mon père comme étant seulement mon père, mais je le vois comme étant aussi un humain dans son entièreté, avec ses forces, ses faiblesses. Avec son enfant intérieur aussi. Avec son enfant intérieur aussi, exactement. Et en fait, c'est aussi peut-être son enfant intérieur qui a communiqué avec moi à ce moment-là. Et en vrai, je pense que c'est peut-être aussi des situations où nos parents nous poussent, ils souhaitent nous pousser, mais dans leur façon de nous pousser, ils ont décidé d'utiliser cette façon-là. Peut-être parce que eux, ça les a aidés et ça les a poussés. C'est ça, parce que généralement, en vrai, de toute façon, bien faire, encore une fois. En tant que parents, c'était la première fois qu'ils étaient parents, eux aussi. Et puis, tout comme nous, ça pourrait nous arriver un jour, je l'espère. Mais en tout cas, ils ont appris, eux aussi, sur le tas, à donner une forme d'éducation, à transmettre des valeurs, à transmettre des principes. Et finalement, ils ont fait ça à partir du schéma que eux-mêmes leur référence interne, c'est ça, part, exactement. Ouais. Les fameux repères dont tu parlais tout à l'heure, eh bien, ils en ont eux aussi. Ils ont aussi leur propre enfant intérieur, et c'est ce qui fait que ils nous ont transmis ce qu'ils ont eux-mêmes reçu comme éducation, sans pour autant prendre en compte des éléments d'évolution, l'environnement dans lequel ils nous ont éduqués, voilà, toutes ces choses-là, notre caractère, notre personnalité aussi, parce que c'est quelque chose qui, je pense qu'on a à peu près les mêmes parents, dans le sens où, ils ont grandi à peu près de la même manière, et ils sont vraiment dans cette phase de se dire, voilà, je fais du mieux que je peux, et puis s'il y a des erreurs, voilà, on apprend de celles-ci, et tout comme chaque humain. Totalement. Du coup, moi, j'ai aussi un peu la même enfance. C'est juste que, à l'inverse, pour contrecarrer le manque de confiance, c'est justement ce caractère de mauvais perdant que j'ai adopté. Je me suis dit, je sais pas si je vais réussir, mais au moins je vais me prouver à moi-même que je peux le faire. C'est bien ou pas bien, honnêtement, ça marche quand t'es gamin. Être mauvais perdant quand t'es adulte, c'est un peu puéril. C'est autre chose. Donc ça marche moins bien, mais c'est clair que, et ça je l'ai dit à mes parents dernièrement justement, c'est merci m'avoir laissé faire ce que je voulais faire. Tu vois. C'est con, mais ta curiosité quand t'es gamin, c'est ce qui permet de te développer. Tu vois, et souvent quand t'es parent, comme on disait, tu sais pas, il y a pas de plan en fait. Tu vois, on te donne pas la méthode comment être parent. C'est t'as un gamin dans les bras et tu fais ce que tu peux avec les moyens du bord, et puis tu verras dans 18 ans ou plus comment ça s'est manifesté entre guillemets. Ah ouais, en plus ils doivent composer avec leurs contraintes de vie du quotidien, leurs responsabilités justement, comme tu disais tout à l'heure, qui sont aussi à un niveau forcément tout autre. On s'en rend pas compte quand on est gamin. On s'en rend pas compte. Pour nous, les parents, c'est des super-héros. Bah ouais. Et tu les regardes, c'est comme ça que je voyais. La première fois que mon père, je l'ai vu blessé, j'ai pas compris, tu vois. Bah ouais. Mais clairement. Non, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. C'est pas ce que tu m'as vendu quand je suis né, tu vois. Et après, tu comprends. Tu comprends que eux, comme toi, on a des faiblesses, et c'est ce qu'il faut accepter dans toutes les relations. Mais c'est peut-être ça qui fait encore plus de des héros, je pense. Voilà. Ça devient des vrais héros quand ils acceptent de te montrer ses faiblesses. Aussi, ouais, complètement. Et moi comme vous savez, j'ai traversé aussi une période assez compliquée moi récemment dans ma vie familiale, et j'ai vu mon père comme je l'ai jamais vu, et je me suis rendu compte encore plus de toute la dimension de la personne que c'est, et de ce qu'il a vécu, et je me dis, mais bien sûr, il a vécu des situations très compliquées, et il a toujours été voulu aller de l'avant avec ces aspects-là, et quelque part c'est aussi avec ça qu'on avance, et bon, c'est un sujet hyper introspectif qu'on a tiré. Donc voilà, from the box, le hasard fait bien les choses dans ce podcast, mais voilà, c'était pour on a beaucoup parlé de passé, voilà, d'enfant intérieur, de moi du passé. Il y avait aussi l'aspect de moi ma version du futur,
Et au sujet de cette version du futur, du coup, est-ce que c'est une version qui a un impact pour vous dans votre relation? Est-ce que vous pensez à votre moi du futur, par exemple, lorsque vous rencontrez quelqu'un? Je pense que là, c'est plus dans une démarche peut-être un peu plus long terme. Voilà, est-ce que cette version du futur qu'on ne connaît forcément pas aujourd'hui, mais qu'on imagine, a un impact sur vos façons d'envisager des relations? Alors, c'est pas quelque chose qui peut se contrôler, contrairement au passé. Ouais. Parce que le passé aujourd'hui, alors quand je parle de contrôle, je parle surtout de contrôle pensif. Ouais. Et le passé, évidemment, qu'on peut le contrôler de manière pensive, puisque, enfin voilà, on le connaît. C'est quelque chose de connu, contrairement au futur. Donc, on a tous, je pense, un futur idéalisé de nous-mêmes, de ce qu'on voudrait être, de la personne qu'on voudrait représenter, et des sortes de défauts qu'on a envie de corriger ou d'effacer. Donc oui, moi, si je dois prendre mon exemple, évidemment, sans même parler dans mes futures rencontres, puisque j'ai déjà rencontré des personnes entre-temps, et je me rends compte en réalité que cet enfant intérieur et ce moi du passé est toujours présent et toujours très ancré, avec toujours cette démarche de vouloir faire mieux, de vouloir être cette personne que j'ai envie d'être, mais ça reste quelque chose d'assez compliqué. C'est pas évident à envisager parce que personne n'est pas encore là, donc on peut pas s'ancrer sur des choses assez réelles finalement là-dessus, sauf si voilà, enfin bon, il y a peut-être des éléments, mais comme la personne n'est pas, comme cette version du futur n'existe pas, bah du coup, on s'appuie sur des références plutôt imaginaires en fait. C'est ça. Exactement. Introspectives, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. Toujours en rapport avec la personne qu'on a été et la personne qu'on est. Ouais. Mais ça reste toujours dans le cadre imaginaire parce que de toute façon, tu auras beau imaginer la personne que tu as envie d'être, tu ne le seras peut-être pas. Ou en tout cas pas entièrement. Y a cette évolution, cette démarche d'effort à faire au quotidien et qui va t'amener là où tu as envie d'aller plus ou moins, en tout cas dans la direction où tu vas aller, mais pas forcément au point que tu as imaginé. Donc c'est un peu ce que je pense. Ouais. Et est-ce que, par exemple, votre moi du futur, par exemple, demain vous rencontrez quelqu'un avec qui ça se passe hyper bien. Et est-ce que là, il y a peut-être d'une certaine manière une sorte de vision de vous deux que vous projetez potentiellement, vous dites, bah voilà, moi ma version du futur, elle va aller au même endroit que sa version du futur potentiellement, ou pas au même endroit? J'ai eu cette réflexion-là avant de rencontrer, enfin du coup quand j'ai rencontré mon ex, et moi j'ai en tout cas j'avais cette facilité à me projeter. J'avais cette facilité à me projeter, à imaginer le potentiel de notre futur. C'est toujours c'est toujours ça en fait, c'est le potentiel que j'ai toujours imaginé, que j'ai toujours idéalisé et que j'ai toujours souhaité. Et donc j'ai eu énormément d'attentes vis-à-vis de cette imagination. Et ça peut créer des attentes du coup. Forcément. Ouais. Et donc ça déteint sur la relation que tu entretiens avec la personne, dans les bons comme dans les mauvais côtés. Parce que ça peut faire améliorer la relation, mais au contraire, ça peut aussi la dégrader en fonction du niveau d'attente, du niveau d'exigence, et puis encore une fois, ça reste de l'imaginaire. Donc avec l'imaginaire, on refait le monde. On refait le monde, c'est ça. Mais dans la réalité, on doit être dans l'acceptation de l'autre. On doit pouvoir faire des concessions. Tout à l'heure, Olivier parlait d'indépendance qu'on ne peut pas se permettre dans un couple. Donc ça parle de considération de l'autre. Et donc, pour toutes ces raisons, de toute façon, avec ce qu'on imagine, on ne peut pas le mettre en place de bout en bout. Ouais, il y aura toujours un chemin peut-être qu'on imagine, mais des déviations qui vont arriver. C'est ça. Ouais, forcément. Et savoir l'accepter, bien sûr. Exactement, c'est ça. Ouais. Donc, moi, pour le moi du futur, pour revenir sur ce sujet-là, si je suis amenée à rencontrer une personne et que j'arrive, parce qu'aujourd'hui, j'ai du mal un peu à me projeter. J'ai un peu plus de mal parce que je me suis rendu compte justement que c'est ce qui m'a porté défaut dans ma précédente relation. Donc, je fais un travail là-dessus. Mais c'est vrai que si demain je rencontre quelqu'un, évidemment que je vais considérer cette personne avec ses défauts, ses qualités, sa situation, enfin voilà, le contexte. Et je vais essayer d'être au plus réaliste possible avec cette part d'imagination que
que j'ai et qu'on a toujours envie de retrouver dans l'idéal. Ok. Ouais. Mais toujours avec un pied de contrôle là-dessus. Ouais. Moi, du futur, je dirais que c'est plus une question c'est une intention sans garantie de résultat. Tu vois. Ouais. C'est clair. Il y a des choses sur lesquelles tu vas te projeter, il y a des sentiments, des situations de vie où tu te dirais c'est peut-être ça que j'aimerais avoir, une situation professionnelle c'est peut-être ça que j'aimerais avoir, situation de famille pareil. Il n'y a pas de garantie, faut l'accepter. Probablement le côté le plus frustrant de la projection entre guillemets. Et surtout, moi je sais que, comme je disais, je suis très observateur. Donc je regarde autour de moi ce qui se passe. Et d'une certaine manière, je vis aussi l'expérience des autres. Ou en tout cas, je m'imprègne de l'expérience des autres. Il y a plein de manières d'apprendre. Tu l'apprends soit par les textes, soit par l'expérience, soit par l'observation. Je suis moins texte, personnellement. Et je suis plus expérience et observation. Donc, j'ai tendance à regarder ce que les autres vivent pour comprendre, ok, peut-être qu'ils étaient comme ça avant, ils le sont comme ça aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment je peux peut-être dupliquer ces choses-là pour les intégrer? Et c'est là où c'est difficile parce que justement l'enfant intérieur, il te met des limites dans cette capacité à pouvoir dupliquer ça. Quoi. C'est que je sais pas si je te regarde, Victor, bah t'as une manière de t'exprimer qui est à toi. Je me dis est-ce que j'apprécie ça? Est-ce que j'ai la capacité de le répliquer dans ce que je suis aujourd'hui et dans ce que mon enfant intérieur aujourd'hui me permet de faire? Oui, non, j'essaye et puis tu vois comment ça se passe. Et donc je pense que dans mes relations d'aujourd'hui, comment ça impacte, c'est que moi mon but c'est d'être le plus éloquent possible dans toute l'intégrité que je puisse que je puisse intégrer en moi, quoi. C'est-à-dire que j'ai pas envie de blesser les gens quand je parle, mais par contre j'ai envie de pouvoir parler de tout. Ouais. Pouvoir aborder tous les maximum sujets de choses et savoir que la personne en face de moi le prend comme une expression de ma pensée, mais pas comme une attaque. Ouais. Ça c'est dur parce que d'une certaine manière, tout le monde n'a pas la capacité de recevoir un message. Ouais. Comme toi, tu as l'intention de la donner, parce qu'on n'a pas tous les mêmes niveaux d'empathie, parce qu'on n'a pas tous le même vocabulaire. Ouais, si je te dis, moi je vais bien, peut-être qu'une personne va entendre, il dit ça vite fait, mais il y a un truc derrière, ou l'autre va pas se poser la question, elle va dire, s'il a dit qu'il va bien, c'est qu'il va bien. Ouais, son référentiel, voilà, par rapport au même mot, on peut imaginer des choses totalement différentes, quoi. La perception est différente. C'est ça. Non, mais voilà, enfin, la perception, comme dit Shema, c'est quelque chose qui est hyper important. Et moi, ça a guidé beaucoup ma manière d'évoluer, certainement. Je vais avoir des amis qui vont me dire, Olivier, c'est tout le temps la sémantique. Ouais. Je peux faire chier le monde par la sémantique parce que je pense que les mots ont de l'importance. Et j'en suis convaincu. Ouais, les mots ont un poids, vraiment. Et c'est important de s'exprimer d'une manière où les gens vont comprendre ton message sans forcément le personnifier de par leur état d'âme du moment. Tu vois. Évidemment, ça a ses limites. Ouais. Après, c'est toujours le spectre complexe de la communication entre aussi les mots et la façon dont ils sont adressés. Voilà. Dans les relations, en général, on dit toujours les relations qui marchent, c'est parce qu'il y a de la communication, parce qu'il y a toujours ces choses-là qui sont importantes dans la relation. La communication, c'est pas juste savoir parler. C'est pas juste allez, on se parle, on a 1 heure dans la journée, on s'est parlé, je t'ai raconté ma journée de boulot, je t'ai dit que ça s'est bien passé, voilà. Non, c'est savoir parler quand il y a des problèmes, être capable de les adresser en équipe, être capable de se dire que c'est pas toi ou moi qui gagne, c'est nous. C'est nous, ouais, c'est nous. Parce que le moment où tu essayes de gagner dans une discussion, en fait, c'est la relation qui perd, dans tous les cas. Ouais. Tu vois, et ça, je m'en suis rendu compte parce que, au final, dans mes relations précédentes, je marchais tellement sur des œufs que, je préfère la laisser gagner, tu vois. Et ça, en fait, avec du recul, tu dis, c'est pas sain. C'est ni sain pour elle, mais c'est ni sain pour moi. Parce que moi, j'ai une frustration. Ouais. Parce qu'elle, elle saura jamais réellement ma position sur le sujet. Ouais. Et c'est des schémas préférentiels limite entre vous qui sont, préférentiels qui est c'est pas le meilleur terme, mais c'est pour dire voilà, ça va avoir tendance à se passer comme ça tout le temps, alors que c'est pas ce que vous voulez tous les deux, quoi. Ouais, clairement. Ouais. Ça crée une dynamique.
Et ça me fait rebondir sur ce que tu disais au niveau de la confiance en soi. Ouais. Bah, c'est typiquement ce genre de situation où ton enfant intérieur, quand il n'a pas confiance en soi, il y a des moments où, dans mon cas par exemple, je pouvais pas gagner dans ce genre de solution, ça n'avait aucun intérêt. Ouais. Tu vois, dans une relation, et du coup, je préférais prendre du recul et dans ce cas-là, ne rien dire plutôt que de chercher à gagner et à blesser une personne qui est en face. Si je peux ajouter quelque chose sur la communication et compléter un peu plus la vraie communication, je pense qu'elle va pas sans la compréhension et l'acceptation. Ouais, en fait, c'est vraiment un combo des trois. Je pense aussi, qui assure, en fait, pardon. C'est l'empathie, exactement, c'est ça. Et c'est vraiment la combinaison des trois qui va faire que ça va assurer une relation pérenne, peu importe les situations qui vont se présenter face à ces deux personnes. Donc c'est vraiment de savoir communiquer, savoir poser les bons mots plus ou moins, mais même si c'est mal dit, eh bien, en tout cas, conserver cette empathie justement pour éviter de blesser l'autre et s'assurer qu'elle a bien compris ce qu'on a voulu communiquer. Parce que c'est ce qui arrive très souvent dans les couples, malheureusement, c'est parfois il y a de la facilité à dire les choses, mais plus de difficulté à se faire comprendre. Ouais, justement. Mais c'est tellement complexe aussi là. L'espace que l'autre, je pense, a à accepter toutes les dimensions du message, dans le sens où, en parlant de fond et de forme, en fait. Parce que des fois, on voit très vite la forme et pas le fond, très vite le fond et pas la forme, on interprète des choses, c'est un mélange des fois qui est un peu je suis d'accord avec toi, un peu bizarre et tout. Ça. Et aller presque à l'encontre de ce que tu dis, à mon avis, on voit toujours la forme et moins le fond. Ouais, beaucoup plus la forme et moins le fond, mais on a tendance à beaucoup aussi interpréter le fond et en fait aller au-delà de la forme limite. Parce que techniquement, moi c'est une image que je me fais assez souvent, c'est en imaginant que tu dois donner un score sur ta capacité à parler du fond et sur ta capacité à parler de la forme, à utiliser la forme, t'as toujours, en imaginant que ton fond il est à 10 sur 10. T'es en maîtrise de ce que t'expliques, mais ta forme elle est à 3 sur 10. La personne qui va être en face, ce qu'elle va percevoir, c'est le 3 sur 10. Ouais. Tu peux avoir fait tous les efforts que tu veux parce que le 2 plus 2 font 4. Mais si la personne elle a compris que 2 plus 2 font 5, bah c'est ce qui va en sortir à la fin. Et c'est probablement, tu sais que moi personnellement, c'est une des choses les plus frustrantes du monde. C'est quand tu penses avoir fait les efforts pour essayer d'avoir mis la forme, pour essayer de faire en sorte que la personne en face perçoive ton message, et au final t'es pas du tout entendu, t'es pas du tout compris. Et là, du coup, après, il y a des minutes, des heures et ce que tu veux en termes de distance et de temporalité, mais tu peux avoir des frustrations qui créent vraiment une dynamique complexe dans une relation. Ouais, ça peut être hyper problématique à un moment donné, bien sûr. Ouais. Et écoutez, on a abordé pas mal de choses aujourd'hui. Franchement, j'ai trouvé que vous étiez vraiment top. J'ai trop kiffé le moment en tout cas. Je sais pas vous, mais voilà. Pareillement. Franchement, j'ai adoré. C'est la première fois que je participe à ce type de concept. Qui plus est de mon ami, Victor. Et franchement, très intéressant de pouvoir aborder tous ces sujets sur le fond, la forme, de tous les sujets finalement. Et je te remercie encore une fois de m'avoir invité et avec plaisir de pouvoir continuer sur cette lancée. Ah, il va falloir faire un épisode 2. Mais avec grand plaisir, carrément. Ah, mais c'était une très bonne expérience. C'est clair que je pense qu'on ne se donne pas l'opportunité de parler de ce genre de sujet souvent. C'est pas un sujet évident. Voilà. Je vous avoue que c'est vrai qu'on est tombé sur un sujet quand même qui était assez introspectif. En effet, c'était pas si facile et je vous remercie d'avoir vraiment joué à l'exercice. Et voilà. Excuse-moi si tu. Non, en fait, c'est les discussions de fin de soirée. Tu vois, typiquement, un peu, c'est toujours ces trucs où on refait le monde parce que ça y est, on est posé, le rythme est retombé un peu et on commence à partir dans les délires on refait le monde, quoi. Et je pense que ça devrait être des discussions qui doivent se faire de manière plus intentionnelle, tu vois. Carrément. Vraiment, quand tu vas voir des potes, il y a des moments où on décide de s'amuser parce que il faut ça. Et puis il y a aussi des moments où juste on se pose, tu vois. On se pose et on parle et je pense que c'est même si c'est dans le cadre du podcast, je pense que c'est une dynamique pour la majorité des gens qui devrait être vraiment intéressante à explorer. Parce que c'est là que tu connais vraiment les personnes
Tu les as peut-être connus pendant 10 ans. Ouais. Ah ouais, ok. Ouais, je découvre des choses. C'est comme ça que tu te vois, alors que je te voyais peut-être différemment. Et du coup, ça renforce aussi les liens, quoi. On se connaît beaucoup sur une accumulation de moments présents. Et en vrai, on est aussi là pour kiffer des moments présents. Mais on est aussi ce qu'on était avant et ce qu'on est maintenant. Et on est aussi ce qu'on sera plus tard. Enfin, voilà. Mais ouais. En tout cas, merci beaucoup pour vos partages. Et puis, pour ceux qui sont arrivés là à la fin de ce podcast, n'hésitez pas à mettre "On refait le monde" en commentaire. Et puis, on avance ensemble. Merci. 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 Merci beaucoup.